Et bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence au Meetup Dev de l'IoT Valley. Donc, c'est le 10e Meetup Dev de l'IoT Valley que l'on organise. Je suis donc Sophie Darnaud, je m'occupe de ces événements-là et je travaille dans l'équipe de l'IoT Valley. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'IoT Valley, c'est un écosystème de 30 startups à la Beige, dans le sud de Toulouse. Et notre rôle, en fait, c'est de créer, d'accélérer et d'héberger des startups à l'IoT Valley. Donc, on a créé ces Meetup Dev là justement pour créer et dynamiser notre communauté technique. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Florian Fournier, qui est le cofondateur et le CPO de PayFit. Merci beaucoup Florian d'être avec nous. Donc PayFit, c'est une solution SaaS qui permet à des entreprises de gérer leur RH et notamment leur paye, initialement leur paye. Et donc Florian via ce webinaire, va nous partager l'histoire de PayFit et pourquoi ils ont créé un langage de programmation qui est le Jetlang. Et il sera interviewé par Mathieu Corbeau, qui est CTO de Scenario. Donc Scenario, qui est une startup de l'IoT Valley, qui est une solution SaaS également et qui propose à des entreprises un outil de gestion de grands parcs d'écrans à distance. Donc, vous pouvez, via la solution de Scenario, piloter vos écrans et permettre à vos clients d'avoir une meilleure expérience et également pour les salariés d'avoir une meilleure expérience au niveau de la communication. Du coup, ce que je vous propose, c'est 1 heure de webinaire où l'on va réaliser ça sous la forme d'une interview. Vous pourrez poser vos questions via le chat et je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Comme ça, on pourra y répondre. Et si jamais on n'y a pas répondu, eh bien, un créneau sera dédié à la fin du webinaire. Eh bien, je vais laisser la parole à Mathieu. Je vous souhaite un excellent webinaire à tous et une très bonne soirée. Merci Sophie, merci Marine pour l'organisation et merci à tous ceux qui nous ont rejoints de passer un peu de temps avec nous. Florian, moi je suis très content de pouvoir discuter avec toi pendant cette heure. Je pense que tous les gens ici vont être assez impatients d'apprendre à te connaître toi, d'apprendre à connaître la boîte PayFit, ce que vous avez fait, comment est-ce que vous êtes arrivé là où vous en êtes. Du coup, je te propose de commencer par toi. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu initial? Qu'est-ce qui t'a mené vers l'entrepreneuriat? Salut Mathieu. Déjà merci de me recevoir. Moi, je suis originaire de Toulouse, donc j'étais vraiment très content de pouvoir participer à ce webinaire avec pour plusieurs ou pour la majorité des Toulousains. Donc après avoir grandi à Toulouse, j'étais en classe préparatoire puis en école d'ingénieur en région parisienne. Et c'est là où j'ai commencé en école d'ingénieur avec deux amis à créer une société qui, à l'époque, on créait des calots, des insignes qu'on imprimait en 3D pour les régiments militaires, pour certaines classes préparatoires. Ça, c'était la première expérience entrepreneuriale, moins ambitieuse que PayFit, mais à l'époque, vraiment hyper passionnante. Et c'est à la fin de l'école que j'ai commencé, donc avec mes deux associés, Firmin et Guilain, PayFit. Et du coup, notre ambition, elle a été simple, c'était de permettre à tous, sans être expert ni de la paie ni des ressources humaines, de gérer la vie professionnelle des collaborateurs avec beaucoup de simplicité. Et du coup, on a commencé ça en 2016. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu de toi. C'est quoi tes passions? Tu es toulousain, tu joues au rugby? Alors malheureusement, je n'ai pas pu continuer, mais j'ai fait effectivement à peu près une quinzaine d'années de rugby. C'est mon sport préféré. J'étais bien content de voir la France gagner contre le Pays de Galles récemment et j'ai hâte de voir le match contre l'Irlande. Grand fan du Stade Toulousain. Et sinon, actuellement, plus de rugby, mais je continue à faire pas mal de sport, qui est, je pense, ma plus grande passion en dehors de PayFit, que ce soit le tennis, le foot, la course à pied. Vraiment, moi, j'essaie d'en faire le maximum, même si à Paris, c'est un peu plus difficile qu'à Toulouse de pouvoir garder cette activité régulière. Est-ce que du coup, le sport, ça fait partie de la culture de PayFit? Alors, il y a beaucoup de sportifs, mais je ne dirais pas que ça fait partie de la culture de PayFit parce que c'est quand même, on prône une culture vraiment très inclusive. Et du coup, c'est pas, chacun est hyper libre. Mais c'est vrai qu'on, dans les tempéraments et dans les profils des PayFiters, il y a beaucoup de grands sportifs. Et du coup,
Par exemple, on a 2 ou 3 terrains de foot réservés systématiquement les mardis soirs où on joue entre nous. Donc, on est entre 20 et 30 joueurs chaque semaine. C'est des super moments. Et à côté de ça, il y a plein de groupes qui se créent pour aller faire du vélo, de la course à pied, des tennis. Donc, c'est un beau vivier pour pratiquer régulièrement du sport ensemble. D'accord. Du coup, je te propose de passer dans le vif du sujet. PayFit, d'où est-ce que vous vient l'idée? L'idée, elle est vraiment partie du constat qu'en France, il y avait personne qui était satisfait de son expérience, à la fois sur la paye, à la fois sur les ressources humaines. En partant de ce constat-là, et en voyant aussi qu'aux États-Unis, il y avait des solutions comme à l'époque ZenPayroll, qui est devenu Gusto, qui se créait, qui proposait une expérience waouh pour ce type d'expérience, donc la gestion de paye et de ressources humaines. Et on est parti d'un constat simple. Si aux États-Unis, il y a une entreprise qui arrive à avoir un tel impact sur les équipes, vraiment à impacter hyper positivement les équipes, on s'est dit, si nous, en France, on est capable de répondre à la problématique de paye et de ressources humaines en France, on aura un impact encore plus grand parce que je pense qu'on connaît tous, enfin on a tous en tout cas une idée du labyrinthe administratif français, de à quel point il est complexe. Et du coup, on était convaincus que si on répondait à ce problème, on aurait un impact majeur. Du coup, tu t'es posé ces questions-là dans quel cadre? Tu étais employé RH depuis des années? Tu étais à quel niveau de ta vie? Alors, à l'époque, avec Firmin, on était étudiants encore, en fin d'école. Guilain, mon troisième associé, lui, il était déjà dans la vie active, développeur autodidacte, donc ça faisait déjà des années qu'il travaillait. On n'avait pas d'expertise tous les trois en ressources humaines. Et c'est ça qui nous a, je pense, aussi aidés et qui nous a permis d'être si ambitieux au début. C'est-à-dire qu'on était jeunes, assez insouciants, avec peu d'expertise sur ce marché. Par contre, on était convaincus du problème qu'on avait en face de nous, ce problème qui était partagé par tous les experts paye, toutes les personnes qui avaient affaire à ces expériences de gestion de paye, de ressources humaines, et plus spécifiquement sur les PME. On voyait à quel point c'était un problème au quotidien pour eux, que tout le monde en parlait en se plaignant de ce qui était proposé. Et du coup, on est vraiment arrivé avec un regard du coup on n'était pas du tout biaisé parce qu'on n'avait pas d'expertise, on connaissait peu les solutions extérieures et du coup, ça nous a permis, je pense, d'être hyper ambitieux et du coup de définir une expérience qui était vraiment très différente de ce qui était proposé sur le marché. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'être hyper ambitieux et de chercher non pas à faire un peu mieux que les autres, mais à faire un produit radicalement différent, en étant convaincu que, étant donné que c'est quelque chose qui est anxiogène, pour les RH notamment, la gestion de paye, on ne pouvait pas rentrer sur ce marché si on n'avait pas un produit qui était 10 fois meilleur que la concurrence. Parce que la concurrence, elle a une expérience, elle a une expertise, ça parle pour n'importe quel HR des solutions qui existent depuis des dizaines d'années, alors que nous, on arrive sur le marché avec aucune expérience dessus. Du coup, on avait conscience qu'il fallait un produit vraiment 10 fois meilleur que la concurrence pour gagner la confiance de nos premiers utilisateurs. Et c'est ça qui nous a permis vraiment du coup, d'être innovant et d'aller sur une expérience qui est profondément différente de ce qu'on trouve sur le marché. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, vous avez bien réussi, vous êtes un des fleurons de la tech en France et vous avez rempli ce challenge-là. Est-ce que tu peux revenir sur quels étaient les grandes milestones de ce développement-là, même si vous n'avez pas encore terminé votre chemin? Donc, les grandes milestones, donc on a commencé à l'époque avec Firmin et Guilain en 2015. Donc, on a développé au début ce métalangage sur la gestion de paye pendant près d'un an. Ça nous a permis d'avoir les premiers clients. Donc, ça, c'est vraiment la première grande milestone, les premiers clients en avril 2016 en France. Et ensuite, ça nous a permis du coup de bien avancer en France, puis d'ouvrir au fur et à mesure d'abord l'Espagne, puis l'Allemagne, puis l'Angleterre et tout récemment cet été l'Italie. Dans les grandes milestones aussi, je dirais vraiment cette croissance d'abord, les premiers payfitters qui nous ont rejoints fin 2015, début 2016,
et ces ouvertures de bureaux. Aujourd'hui, on est 500 dans la société. Donc, c'est vrai que ça s'est fait depuis le début, une croissance rapide, mais continue depuis la création de PayFit. On a aussi les levées de fonds qui nous ont bien aidés à avoir ce rythme de croissance et à pouvoir proposer une expérience, des nouvelles expériences plus rapidement pour nos utilisateurs. Du coup, dans ces grandes milestones de levée de fonds, au total, on a levé près de 90 millions d'euros pour vraiment accélérer sur déjà la profondeur de l'expérience et la qualité de l'expérience qu'on peut proposer à nos clients, mais aussi l'ouverture de ces nouveaux marchés dont je vous ai parlé précédemment, l'Espagne, puis l'Allemagne, puis l'Angleterre et l'Italie. Tu disais que vous étiez 3, vous avez des profils plutôt techniques, plutôt business. Toi, tu disais que tu avais fait une école d'ingé. Alors, on a 3 profils bien différents et je pense que c'est une des plus grandes chances qu'on a depuis le début, à la fois dans notre relation à 3, mais surtout pour PayFit. Firmin, lui, on s'est rencontrés en prépa, on faisait plein de sports ensemble, mais lui, il était dans la filière éco, moi j'étais en ingé, donc lui, il a une école de commerce derrière, donc un profil bien complémentaire. Guilin, lui, c'est un ami d'enfance de Firmin. Ils ont grandi ensemble à Laval. Lui, c'est un profil développeur autodidacte. Du coup, tous les 3, on avait vraiment des profils différents et du coup, qui nous apportent énormément de complémentarité. Et en même temps, ce qui rend la relation si facile et ce qui apporte tant, c'est le fait qu'on est complémentaires, mais on partage une vision, une ambition pour l'expérience pour nos clients, une ambition pour PayFit, un attachement au bien-être des payfitters vraiment profondément. Et du coup, avec ces valeurs profondes qu'on partage, en fait, notre complémentarité, elle permet d'à la fois d'être plus innovant, à la fois de se challenger, à la fois d'apprendre beaucoup chacun depuis le début. Et aussi, je pense, là c'est pour le coup, c'est en échangeant avec d'autres fondateurs, d'autres boîtes, je pense que ça nous aide aussi depuis le début, en fait, à avoir des périmètres qui sont clairement définis. Et du coup, en fait, il y a peu de périmètres où c'est pas clair un peu qui s'occupe de quoi. Et grâce à notre complémentarité, en fait, je pense que ça rend cette relation plus facile. Parce que j'ai souvent eu cette question et je l'ai souvent, mais avec tes fondateurs depuis le début, est-ce que vous n'avez pas des zones de conflit? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre? Parce que nous, dans notre boîte, par exemple, il y a ça, ça, ça. En fait, je pense que cette complémentarité, ça fait que c'est quelque chose qui nous arrive pas. On peut avoir des débats passionnés, mais je pense qu'on le vit tous les 3 de manière hyper positive, hyper constructive, et ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Mais en tout cas, ça nous ralentit pas et ça nous pose pas du tout de frustration, bien au contraire. Et ça, je pense, c'est vraiment une chance. Super. Donc, vous étiez tous les 3. Tu nous as déjà parlé des succès, en particulier commerciaux. Comment est-ce que vous avez commencé? Il me semble que vous avez rejoint un accélérateur. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça a fonctionné? Comment ça vous a aidé? Alors, le début, c'est un peu particulier parce qu'on a commencé dans la coloc de Firmin et Guilin. Donc là, vraiment, les 3 dans la coloc. Après, on a commencé dans un appartement dans le 18e où on est monté jusqu'à 10, mais vraiment un truc un peu crappy. Tu vois, c'était pas vraiment des bureaux, mais on était 10 à travailler dedans. Enfin, des souvenirs assez exceptionnels avant d'aller, on va dire, sur une structure plus classique avec nos propres bureaux dans le 10e et déménager ensuite dans le 17e. Donc, on a toujours, depuis le début, été, on va dire, relativement isolés. Donc, on n'a pas été dans des incubateurs, on n'a pas été au contact d'autres boîtes, dans des structures type incubateur ou autre. Par contre, on a eu de l'aide extérieure, notamment à l'époque de The Family, de Kima, je pense à Jean de la Roche-Brochard, spécialement, qui nous a bien accompagnés dès le début et qui a énormément apporté dessus. En fait, on a eu de l'aide extérieure à la fois sur l'écosystème startup, qui était aussi nos premiers clients. Ça nous a aidé aussi pour les levées de fonds au début. Ça nous a aidé aussi je pense, pas faire des erreurs, notamment en ayant ces retours d'expérience d'entrepreneurs ou d'entreprises qui étaient au même stade que nous au début. Mais en tout cas, on a eu la chance, je pense que c'est vraiment une chance, on a eu la chance de pouvoir créer notre propre culture de manière assez isolée dès le début. Et c'est ça aussi qui a permis de construire une culture d'entreprise aussi forte, aussi singulière.
Aujourd'hui et depuis le début de Payfit, en fait, on a vraiment une culture d'entreprise qui est hyper forte, qui se traduit je pense, dans tous les aspects, depuis l'onboarding jusqu'à l'offboarding des collaborateurs, et qu'en fait, on ne l'a pas théorisé. On a mis des mots dessus sur la culture, les valeurs, on a mis des mots au bout d'un an et demi, mais dès le début, en fait, on a une identité bien particulière qui a été, je pense, permise par le fait d'être dès le début isolé et un peu entre nous, pas mal coupé du reste du monde dès les premiers mois. Comment est-ce que vous faites partager cette expérience de 10 dans un appart à 500 personnes? Est-ce que vous avez perdu un peu ça ou est-ce que… Alors, c'est sûr que c'est bien différent. Aujourd'hui, dans un appart quand on est 3 et aujourd'hui quand on est 500, c'est sûr que c'est différent. Mais le fil conducteur qui permet, je trouve, de garder de la cohérence et de la consistance sur toutes ces périodes qui sont différentes, c'est les valeurs. C'est à quel point la manière de vivre l'aventure pour les payfitters, la manière de vouloir partager, l'ambition qu'on partage, le care qu'on partage, à quel point on est obnubilé par cette envie de rendre nos clients plus heureux, à quel point on est obnubilé par cette envie de changer le quotidien de nos utilisateurs, à la fois les employés, à la fois les managers, à la fois les HR managers. Ça, c'est quelque chose qui, depuis le début, habite tous les payfitters et qui fait que, oui, c'est sûr que le cadre à 3, à 10, à 100, à 500, avec des bureaux ouverts à l'étranger, ça permet de trouver de la consistance. Et ça permet aussi à chaque payfitter, je pense notamment à des payfitters qui aujourd'hui nous rejoignent par exemple pour l'Italie, quand ils vont au bureau à Paris, à Londres, à Berlin, à Barcelone, qui trouvent de la consistance, qui se sentent à la maison quand ils sont sur place et que ça soit du coup hyper fluide et hyper dans la continuité de ce qu'ils vivent typiquement dans leur pays, ou pour ceux qui sont là depuis longtemps, de la continuité de ce qu'ils vivaient quand on était quelques dizaines il y a quelques années. Nice. Du coup, ça me permet de transitionner sur le produit en tant que tel. Je pense que c'est un peu le corps de notre discussion aujourd'hui. Quels seraient, d'après toi, les top avantages ou différenciants de Payfit par rapport à la compétition ou par rapport à ce qui se faisait avant? Alors, les principaux éléments différenciants, ce sont d'abord la simplicité d'utilisation, parce qu'on est les seuls à faire la promesse de gérer la vie professionnelle des collaborateurs sans être expert ni de la paye, ni des ressources humaines. Et en fait, ça, c'est un vrai challenge, parce que le fait de pouvoir gérer la paye des collaborateurs sans avoir jamais fait de la paye, ça implique, sur le produit Payfit, d'avoir un produit avec de la guidance de la guidance sur le produit qui est hyper clair. C'est-à-dire, on guide l'utilisateur, on l'empêche de faire une erreur. C'est-à-dire, empêcher de faire une erreur, ça veut dire que très clairement, le droit du travail, les conventions collectives, elles sont parfaitement paramétrées. Ça veut dire que quand il y a des options qui s'offrent à lui, on est capable de lui proposer d'une manière très simple. Mais aussi les déclarations sociales, ça veut dire qu'on simplifie et que toute cette complexité autour des relations avec les organismes sociaux, les organismes de retraite, on est capable de le gérer au nom du client et que pour lui, il n'est quasiment rien à faire si ce n'est de rentrer les heures travaillées, les primes, les absences. Et du coup, ça, c'est une ambition qui est, d'un point de vue produit, d'un point de vue technologique, c'est vraiment c'est une ambition qui est très forte. Parce que le droit du travail, les conventions collectives, ça change très rapidement dans le temps. Il y a beaucoup de problématiques métiers. Et je pense pour tout le monde qui a travaillé dans des équipes produits, le fait de faire rentrer une complexité métier dans le produit, en général, ça devient une usine à gaz. En général, c'est très difficile à maintenir. En général, c'est très difficile de le faire évoluer, en tout cas rapidement, alors que pour nous, on est obligé de le faire. On peut imaginer les nouvelles législations qui sont passées au cours des derniers mois avec le chômage partiel. Il y a un énorme défi technologique de se dire comment le chômage partiel, on est capable de l'implémenter sur Payfit, on est capable de le faire évoluer d'une semaine à l'autre avec les nouvelles directives gouvernementales, et comment on est capable de faire ça sans demander à l'utilisateur de se former sur ces sujets. Du coup, là, la transition est aussi toute simple. C'est comment est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est une usine à gaz chez vous ou est-ce que vous avez trouvé une bonne solution pour avancer sur ce genre de trucs? Comment est-ce qu'on crée un produit qui répond à ça?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. En tout cas, pour nous, on a fait une recette qui est très, très originale, qui est aujourd'hui, je pense, notre plus gros avantage d'un point de vue produit. C'est le fait d'avoir créé un méta-langage, le Jetlang. Donc, le Jetlang, on peut aussi le considérer comme une low-code plateforme. C'est-à-dire qu'on a créé cette low-code plateforme qui permet à des profils qui vont être experts paye, experts aussi de cette low-code plateforme, d'implémenter en autonomie toutes les règles métiers. Donc les règles métiers, ça va être à la fois les calculs pour faire le bulletin de paye, mais aussi toute l'expérience que va avoir l'utilisateur, par exemple, pour ajouter une prime. Donc ça veut dire dans cette low-code plateforme qu'on a créée depuis zéro, le Jetlang, on est capable, un product builder, cette personne qui utilise ce langage, elle est capable en autonomie de designer toute l'expérience et de construire toute l'expérience que va voir l'utilisateur final, mais aussi de construire tous les impacts sur les calculs pour faire les fiches de paye justes et aussi les déclarations sociales. Donc en fait, on a créé ce métalangage, on a créé en parallèle ce métier de product builder. Ce métier de product builder, du coup, il a une très très grande responsabilité, une très grande autonomie, mais une très grande responsabilité. Cette très grande responsabilité, c'est le fait d'avoir pour une même personne cette triple casquette qu'on retrouve habituellement dans les équipes produits, cette triple casquette de product manager, product designer et software engineer. Pourquoi il a cette triple casquette? C'est parce que vraiment, il faut avoir en tête qu'un product builder, il peut arriver le matin chez Payfit avec une idée en tête, l'implémenter de A à Z en autonomie. L'implémenter de A à Z, ça veut dire construire les parcours utilisateurs et le mettre en prod en autonomie. Et du coup, ça, c'est aussi une très grande responsabilité, une grande autonomie, mais une très grande responsabilité. Et du coup, c'est ça qui rend, c'est ça qui nous permet d'être très agile, de nous adapter très rapidement, parce qu'on n'a pas à avoir des experts paye, des experts métiers qui travaillent avec des product managers, qui vont travailler à spéquer cette expertise auprès de software engineers, pour qui ça sera sans doute difficile de comprendre tous les tenants, enfin tous les liens métiers entre ces règles. Donc vraiment, on a cassé cette complexité en disant on permet, grâce à cette low-code plateforme, d'avoir un seul profil qui est capable de tout faire. Donc ça, je pense que ça ne peut pas du tout s'appliquer pour tous les business. Je pense que ça peut s'appliquer pour des business qui ont des règles métiers complexes. Et nous, ça a été vraiment c'est ce qui nous a permis d'aller très vite depuis le début, parce que du coup, on a aussi une équipe de software engineer, product manager, product design qui est hyper puissante, mais qui, elle, travaille sur le fait d'améliorer ce métalangage, le Jetlang, et qui travaille aussi sur le fait de créer toutes les expériences produits qui ne sont pas propres à un pays. C'est-à-dire toutes les expériences produits, notamment autour du SIRH, donc tout ce qui va être le fait d'avoir la pose d'expense, le fait d'avoir une expérience avec un organigramme, le fait d'avoir des documents, le fait d'avoir un workflow de validation, c'est une expérience qui est commune à tous les pays. C'est-à-dire elle n'est pas spécifique à chaque pays. Et du coup, toutes ces expériences-là, on les construit comme le construisent la plupart des SaaS, donc avec une expérience centralisée et simplement de la traduction pour s'adapter aux pays locaux. Du coup, là, le Jetlang, c'est peut-être déjà, tu peux nous dire d'où vient le nom? Surtout, ça sonne bien. Après, je peux dire que peut-être jet autour de la fusée, lang autour de language, ça sonnait bien aussi, mais on n'a pas beaucoup disserté dessus. D'accord, ok. Du coup, là, j'imagine que le Jetlang, c'est un moteur bien huilé, ça tourne et on a fait la démonstration dans 5 pays en Europe. Combien de temps ça vous a pris pour faire la première brique, pour faire le premier MVP? Alors, le Jetlang, donc on n'y a été pas à pas parce qu'on est vraiment parti de zéro. Et on est parti de zéro sans avoir une connaissance théorique sur les low-code plateformes et sur ce type de création de langage. Ça, c'est plutôt a posteriori qu'on a commencé à creuser dessus. Donc, à l'époque, en fait, on a commencé de manière hyper simple sur le fait typiquement à l'époque Guilain, de donner la main à Firmin et moi, de pouvoir faire des calculs en autonomie. Donc, il nous a donné la main pour faire des sommes, des divisions, des additions, puis nous donner la main pour créer des composants, si je caricature, en drag and drop en front. Donc, au début, on a créé un composant title, un composant input, un composant message. Du coup, ça a été ça a été très itératif. Vraiment, c'est dit pour le front, title, input, printer. Puis après, on a rajouté les composants message et table. Donc aujourd'hui, par exemple, on a 23 composants qui font le front, mais ça s'est construit de manière vraiment hyper itérative.
en se disant on essaie de trouver une réponse la plus générique possible et en même temps qui permet de répondre aux besoins des utilisateurs. Le Jetlang, je pense qu'il est important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas du tout fini. C'est-à-dire la création du langage, on ne considère pas du tout aujourd'hui qu'on a un langage qui est suffisant, qu'on cherche juste à maintenir. Non, on a des très grandes ambitions sur le fait de continuer à améliorer le Jetlang. Ça servira à la fois pour les pays existants, mais ça servira aussi pour les nouveaux pays qu'on ouvrira dans le futur. On a une équipe avec près de 30 personnes qui améliorent au quotidien le Jetlang pour le rendre plus performant, plus simple à utiliser, pour aussi lui permettre de mieux répondre aux problématiques de nos utilisateurs, donc surtout dans les pays existants. Donc on est loin d'avoir fini. On est loin d'avoir fini. Et c'est vrai qu'on peut se poser une question plus sur le moyen terme ou long terme, c'est est-ce qu'on s'en servira uniquement en interne? On pense et on espère que non, mais sans doute dans un horizon un peu plus que 3 ou 5 ans. C'est quoi est-ce que tu peux nous parler typiquement des composants principaux que vous avez implémentés en Jetlang et qu'est-ce qu'ils font? Donc les composants, c'est vraiment pour la partie front. L'analogie qu'on peut faire, je pense, c'est vraiment, on peut imaginer un design system. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont familiers de la création de design system. Ça se fait de plus en plus dans les SaaS. Donc, le design system, le fait d'avoir, en caricaturant bien sûr, ces briques de Lego qu'on peut assembler pour ensuite créer les interfaces qu'on veut. Nous, en fait, les composants, c'est une brique du Lego. Donc, c'est dans un design system classique, ça va être un composant, par exemple, un composant date picker. Et du coup, nous, les composants les plus utilisés, ça va être le composant input, dans lequel un utilisateur il va pouvoir rentrer une donnée, un composant printer pour le fait d'afficher une donnée, un composant message pour le fait d'afficher un message, pour guider l'utilisateur, pour ces messages, bien entendu, qui peuvent être conditionnés en fonction de si tu as mis telle valeur, potentiellement, on va te faire afficher tel message pour bien que tu aies conscience de ce que tu peux faire et pas faire. Le composant liste, par exemple, qui va permettre d'afficher une liste des employés avec certaines données pour les employés. Donc ça, ce sont les composants les plus utilisés, mais c'est très, très proche en termes d'approche de ce qu'on retrouve dans les design systems. Donc la grande valeur d'avoir cette approche de composants, c'est que ça donne beaucoup de consistance au produit, parce que toutes les interfaces qui vont être créées, elles vont utiliser exactement le même composant. Du coup, ça permet aussi, ça a une grande valeur d'un point de vue développement produit sur quand on fait une itération pour modifier par exemple le composant, quand on veut modifier l'UI d'un composant, quand on fait une modification sur le composant date picker, il y a tous les date pickers de la plateforme qui vont être instantanément modifiés et on n'a pas à modifier à plein d'endroits le composant, on modifie à un seul endroit et vu que c'est un composant, après il est partout, enfin c'est cascadé partout sur le produit. Et du coup, ça fait un lien assez intéressant, même si ça peut devenir technique, c'est que les composants, donc on les a créés pour le Jetlang historiquement. Le Jetlang, j'en ai parlé rapidement, il est utilisé donc, sur le produit, surtout paye et déclaration sociale. Par contre, il n'est pas utilisé pour toutes les briques du produit qui sont communes à tous les pays, type la gestion des documents, la gestion de l'organigramme, la gestion des expenses. Du coup, là, on pourrait se poser la question, OK, où est-ce que s'arrêtent les composants et où est-ce que commence est-ce que les composants de Jetlang sont communs aux composants du reste du produit? Ça, c'est typiquement une problématique qu'on a aujourd'hui, où historiquement, on n'a pas construit le reste du produit avec les composants de Jetlang. Et aujourd'hui, on essaie de plus en plus d'avoir une base commune, donc vraiment notre design system qui permettrait d'avoir les composants de Jetlang et les composants qui ne sont pas en Jetlang, d'utiliser la même brique. Donc ça, c'est un challenge qui s'est posté a posteriori. Ça ne nous empêche pas dans notre croissance, je ne dirais pas que ça nous freine dans la croissance, mais en termes d'expérience utilisateur, c'est toujours mieux de s'assurer que n'importe quel composant, n'importe quelle expérience pour un utilisateur, peu importe que ça soit fait en Jetlang ou pas, parce que ça, le but, c'est que ça soit transparent pour l'utilisateur et qu'il ne se pose jamais la question et qu'il ne voit pas de différence. Le but, c'est d'avoir cette consistance partout sur le produit. Et cette consistance, pour nous, elle devient de plus en plus importante. Et elle devient de plus en plus importante. Pourquoi ? Parce qu'on crée des nouveaux produits, on crée de plus en plus de nouveaux produits, on améliore de plus en plus d'expériences parce qu'on a la chance d'avoir une équipe produit qui grandit en taille et qui grandit en capacité d'impact, en vélocité de ce qu'elle produit. Et du coup, plus on crée d'expérience, plus on veut s'assurer qu'on ne perd pas nos utilisateurs.
Et que pour nous, vraiment, le risque qu'on veut éviter, c'est le fait si je caricature, de rajouter des expériences sans rajouter de valeur pour nos utilisateurs. Et du coup, la consistance, les composants et le design system, ce sont des réponses clés pour s'assurer de cela. Super. Tu parlais des gens qui développent ce macro-langage. Tu parlais des gens qui sont product builders, donc les gens qui utilisent ce langage. Tu disais un petit peu de quel type de profil, on parlait. C'est quoi le ratio? Donc, tu nous disais 30 d'un côté, mais du coup, de l'autre côté, c'est combien de product builders à Payfit aujourd'hui? Donc aujourd'hui, l'équipe produit chez Payfit, donc on a 100 personnes dans l'équipe produit globale. Donc ça, c'est les software engineers, product managers, product designers, qui vont à la fois travailler sur Jetlang et à la fois travailler sur les expériences SIRH communes à tous les pays. Donc ça, c'est les 100 profils en global qui ne sont pas les product builders. Les product builders, ce sont les profils qui sont en locaux. Et au total, on a 50 product builders, majoritairement en France, et ensuite répartis dans les pays entre Espagne, Allemagne, Angleterre et Italie. Donc l'équipe produit, grosso modo, c'est 150 personnes, 100 personnes en global dans une organisation produit classique avec les métiers qu'on connaît tous, je pense, relativement bien, de product manager, product designer, software engineer, surtout, et product ops. Et ensuite, en local, les métiers de product builder, qui là, pour le coup, sont des métiers qu'on a créés. Et ces métiers de product builder, ces profils de product builder, ce sont en général des profils qui ont une très très grande learning curve, qui ont une très très grande à la fois ambition et en même temps qui sont capables, enfin les métiers de product builder, c'est des profils ingé généralistes qui vont être drivés vraiment par la capacité d'impact et l'autonomie, parce que derrière, vraiment cette autonomie et cet impact, c'est assez vertigineux. Parce que là, aujourd'hui, quand un product builder il arrive typiquement en France, le fait de se dire qu'il va pouvoir du jour au lendemain impacter 4000 clients, c'est un peu vertigineux. C'est-à-dire que ça pose des risques un peu en parallèle, mais du coup des risques plus sur la formation, sur les profils. En tout cas, on est confiant, très très confiant que c'est la meilleure recette pour continuer à grandir. Voilà pour le métier de product builder. Super. Tu disais qu'il y avait une courbe d'apprentissage longue. Ça veut dire qu'on peut devenir expert à Payfit en technique et en product builder? Alors peut-être plus précisément, pour être sûr de bien comprendre, Mathieu, tu parles sur le métier de product builder, la question c'est sur le métier de product builder, quelle est la learning curve, ou est-ce que des profils software engineer peuvent être product builder ou inversement? Je pensais sur la partie product builder, quelle est la learning curve et est-ce qu'on peut faire une carrière à Payfit en product building? Alors oui, complètement. Donc pour parler de la formation d'un product builder, aujourd'hui un product builder en 2 mois, il va être expert en Jetlang. C'est-à-dire en 2 mois, il va être capable de comprendre tous les composants, comment ils fonctionnent, toute la structure en back, tout le système de variables, comment il fonctionne, et du coup, il va être capable d'être autonome pour créer une expérience. Après, la complexité, c'est qu'en parallèle de ces 2 mois de formation, il doit devenir expert métier pour comprendre comment fonctionne le droit du travail dans le pays, comment fonctionnent les déclarations sociales. Et ça, en 2 mois, il ne devient pas expert. En 2 mois, il acquiert des compétences. Il est capable de créer des expériences sur une partie de ces expériences. Par contre, cette expertise métier, elle met du temps à acquérir. Et je dirais pour avoir un visu transverse avec un minimum de niveau de profondeur sur chacune de ces spécificités métiers, il faut bien 4 mois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 4 mois pour avoir un impact sur le produit. Dès les 2 premiers mois, un product builder, il a un impact sur le produit. Par contre, la vision transverse, à la fois sur le langage et à la fois sur les règles de métier, celle-ci, elle va mettre plus longtemps à acquérir, et elle va mettre plus longtemps à acquérir en fonction de à quel point le pays est mature ou pas. Parce qu'on peut imaginer aujourd'hui un pays qui… ça, c'est exactement les mêmes problématiques côté engineering. Un produit qui est jeune, il y a encore peu de complexité. C'est plus facile à comprendre. Typiquement, un product builder qui arrive en Italie aujourd'hui, il sera ramp-up et il sera autonome sur l'ensemble du produit beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui va arriver, un product builder qui va arriver sur le produit français.
produit français qui couvre déjà beaucoup de choses. Il reste énormément de choses à rajouter sur le produit français pour nos clients, pour les nouveaux marchés à adresser en France, comme les marchés du BTP, les dom-tom, qu'on n'est pas capable d'adresser. Donc, il y a énormément de travail sur le produit français. On est très loin du produit de paye et de déclaration sociale qu'on a en tête, mais ça va lui prendre plus de temps à s'onboarder sur ce pays. D'accord. Du coup, on parlait de PayFit, de son expansion. Vous êtes dans 5 pays. Ça prend combien de temps à PayFit pour commencer à être opérationnel dans un pays? Entre l'arrivée du premier product builder dans le pays et les premiers clients, ça prend maximum 6 mois. Au minimum, ça a pris 4 mois. Mais aujourd'hui, pour un pays comme l'Italie, ça va prendre 6 mois. D'accord. Donc c'est directement lié au fait qu'on utilise le Jetlang. Parce que si on n'avait pas le Jetlang, ça serait impossible en 6 mois de coder le droit du travail, de coder une partie du process de déclaration sociale. Si on n'avait pas cette capacité vraiment d'avoir ce métalangage et de pouvoir beaucoup plus rapidement créer à la fois les expériences en front et les impacts en back sur toutes ces règles métiers qui forment un véritable labyrinthe. Et pour nous qui sommes naïfs et qui ne se rendons pas forcément bien compte, tu penses au doigt mouillé que ça prendrait combien de temps à PayFit pour entrer en Italie sans Jetlang? Je pense que ça demanderait une équipe avec, je pense, au moins 8 software engineers, 3 experts paye, 2 product managers, 2 product designers. Je pense au minimum pour un MVP dessus. Sur quelle période de temps? Sur 1 an. Sur 1 an. Donc, vous divisez par 2 le temps et par X les ressources, quoi. Ouais, je pense qu'on divise bien par 2 le temps et on divise par au moins 4 les ressources. Nice. Du coup, ça vous permet de croître de manière hyper croissance. Ce n'est pas une bonne phrase française, mais tu gères comment cette croissance-là? Ça se gère facilement? C'est compliqué? C'est quoi les challenges? Ça pose beaucoup de défis. C'est sûr, beaucoup de challenges, l'hypercroissance, à la fois pour les équipes, sur, je pense, le mindset notamment, parce qu'en contexte d'hypercroissance, il faut bien avoir conscience que chacune des équipes, son métier, tous les 6 mois, tous les ans, il évolue. Parce que soit le produit a évolué, soit les attentes ont évolué des clients, soit le contexte a évolué. Et du coup, vraiment, pour chacune des équipes, ça demande des changements d'organisation, des changements de process hyper importants. Et en fait, ça, c'est la vie de l'hypercroissance. Donc ça, il faut être prêt à ça. Il faut, pour chacun des payfitters, c'est très clair que quand il arrive, il faut qu'il ait en tête que l'environnement, l'organisation qu'il connaît à son premier jour chez PayFit, c'est très peu probable qu'un an plus tard, ça soit toujours la même. Et ce n'est pas un problème. C'est mieux pour nos utilisateurs, c'est mieux pour tout le monde. Mais du coup, il faut être prêt et il faut être dans cet état d'esprit de s'adapter, de changer et s'adapter pour cette hypercroissance. Le deuxième point, c'est que ça pose aussi beaucoup de challenges humains pour les managers, pour les leaders, pour les fondateurs aussi, parce que ce n'est pas le même métier qui est attendu tous les 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, en général, un manager, il va accueillir, peut-être son équipe, elle va doubler en taille, que l'organisation, je viens de dire, elle évolue, et du coup, le métier qui est attendu, ce n'est pas le même. Et du coup, il faut être prêt à s'adapter. Il faut avoir envie aussi d'apprendre tous les 6 mois sur ces nouvelles responsabilités. Donc ça, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde dans l'organisation. En tout cas, je pense qu'il y a certains postes où vraiment, ce n'est pas le même métier au bout de 6 mois, ou ce n'est pas le même métier au bout d'1 an. Et du coup, ça, il faut être humble dessus. Humble d'un côté pour être prêt, pour être en formation continue, mais aussi être humble sur le fait de se dire potentiellement, au bout d'1 an, mes appétences
Et là où je serais le plus épanoui chez Payfit, c'est peut-être pas sur cette nouvelle mission, parce que même si l'intitulé du poste il a pas changé, la réalité opérationnelle c'est pas la même. Et du coup, c'est là où c'est clé, et c'est là aussi où en interne on a ces communications hyper transparentes et quand je parle de ces changements d'organisation, en fait humainement on fait ces changements aussi pour le bien-être de chacun des payfitters, pour être sûr que à la fois ce qui est attendu sur le poste et à la fois là où chaque payfitter s'épanouit, a envie d'apprendre, que ce soit en adéquation. Donc, c'est des challenges qui sont, je pense, qui sont hyper propres à ce contexte d'hypercroissance. Et donc là, tu parlais d'hypercroissance interne. Tu disais aussi au début que vos clients étaient plutôt des startups en 2016. J'imagine que ça a évolué, que vous commencez à faire des ventes plus enterprise. Et c'est quoi les changements aussi à ce niveau-là? Alors, déjà, c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur le changement potentiel de target. C'est-à-dire que c'est vrai que historiquement, nos clients, au tout début, ils avaient en moyenne 13 employés. Et aujourd'hui, nos clients, en moyenne, ils ont entre 20 et 25 employés. Et justement, on a, je pense, perdu un peu de temps à chercher, à chercher des clients plus grands, donc des clients de plusieurs centaines d'employés, entre 500, entre 1000 employés, alors qu'on avait un produit qui n'était pas idéal pour ces clients. Aujourd'hui, c'est très clair sur le fait que notre marché cible, nos clients qu'on peut le mieux servir, ce sont les clients entre 1 et 100, et que on peut continuer avec cette stratégie pour les prochaines années. Donc aujourd'hui, c'est très clair qu'on veut au contraire être très très focus entre 1 et 100. Et ça, je pense aussi, c'est un des gros apprentissages des dernières années. C'est alors qu'on grandit, ça devient encore plus important d'être focus. Et ça, c'est contre-intuitif. Parce que moi, le premier, je me dis, on grandit, on a plus d'équipes, et du coup, on peut se permettre de se lancer plein de projets en parallèle. Mais en fait, très rapidement, ça peut créer une cacophonie et ça peut être très difficile de trouver de la consistance. Et du coup, l'importance d'être hyper focus, l'enjeu d'être focus, il devient, je pense, encore plus important alors qu'on grandit, parce que c'est de plus en plus difficile pour chacun des payfitters, du coup, de comprendre les liens entre les projets et en même temps d'utiliser la manière la plus efficace toutes les ressources qu'on a en interne. Donc, la cible, donc très clair sur le fait qu'on reste sur cette cible entre 1 et 100. Et pardon, la deuxième partie de ta question, je sais que ce n'était pas sur la cible. Si, c'était sur la cible et je me demandais si vous avez fait de la vente de très grosses entreprises et comment ça s'était passé. Mais du coup, j'imagine que tu me disais que vous aviez perdu du temps, donc je te laisse t'en parler un petit peu quand même. Du coup, en fait, sur cette deuxième partie, c'est… Oui, donc effectivement, on a cherché, donc on n'a pas non plus cherché des clients de plusieurs milliers d'employés, mais on a peut-être passé un peu plus de temps à un certain moment sur des clients de plusieurs centaines. Enfin, on est capable de servir très bien des clients de plusieurs centaines. En tout cas, notre focus, ça reste entre 1 et 100 aujourd'hui. Et c'est sûr que sur la stratégie d'acquisition, c'est complètement différent aujourd'hui. C'est-à-dire que historiquement, on pouvait se permettre, si je caricature, de chercher des clients start-up à Paris, digitalisés. Aujourd'hui, nos ambitions, elles sont sur le fait d'aller aussi servir des clients qui sont peu digitalisés, qui sont en province, et enfin aujourd'hui, qui sont aussi bien en France qu'en Espagne, qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, qu'en Italie, et que ça ne va pas simplement être des startups. Et du coup, c'est sûr que la stratégie d'acquisition, on a besoin de beaucoup plus. On ne peut pas se permettre d'être que sur les mêmes médias sur lesquels on était au début, les mêmes relais qu'on avait au début. Et du coup, ça fait c'est sûr que ce sont des enjeux qui sont passionnants, notamment pour notre équipe marketing, d'être capable d'aller chercher ces clients peu digitalisés et notamment répartis partout sur chaque territoire. Notamment sur les PME, parce que sur les enterprises, c'est plus facile. C'est plus facile d'avoir cette liste, on va dire, des enterprises qui existent dans un pays, des clients de plusieurs milliers d'employés. Les entreprises, des clients de 10 personnes installées dans des villes, dans des villages partout en Europe, il n'y a pas de liste qui existe aujourd'hui. Non, mais c'est vraiment… Il faut être très local, quoi.
Ah ouais, non, c'est très local et ça fait vraiment cette analogie avec les chercheurs d'or en interne, j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai que c'est un énorme challenge. C'est un super travail qui est fait, notamment côté marketing, d'être capable d'aller chercher ses clients, ce boulanger dans ce petit village de France, avec potentiellement 10 personnes dans cette boulangerie et ces 10 personnes qu'on peut impacter hyper positivement. Et, euh, et du coup, il y a cet enjeu de comment à la fois les trouver et comment leur proposer cette valeur, les faire essayer. Et après, je pense que une fois qu'ils ont essayé, c'est sans doute difficile de s'en passer. Mais c'est un vrai challenge, en tout cas, d'arriver à les atteindre. D'un point de vue produit, qu'est-ce que toi, tu as sur ta roadmap pour justement convaincre encore plus cette target? C'est quoi comment est-ce qu'on développe PayFit aujourd'hui? Alors, je dirais plus dans notre roadmap, surtout, qu'est-ce qui peut mieux servir nos utilisateurs? Comment on peut avoir un impact, un impact sociétal plus fort dans les prochaines années? Il y a des briques hyper importantes qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on va vouloir développer. Donc, dans les années à venir, c'est sûr que la paye et les déclarations sociales, ça restera le plus gros focus. Donc, améliorer la paye, améliorer les déclarations sociales, ça restera notre produit de base, là où on doit être les meilleurs et là où on mettra le maximum d'efforts. Mais en même temps, on a envie de continuer à améliorer notre SIRH. Améliorer notre SIRH, ça va être à la fois les expériences qu'on propose aujourd'hui, comme le time management, les expenses, d'avoir une expérience plus fluide dessus, la gestion des documents. Améliorer ces expériences qui sont clés, on propose déjà, mais ça va être aussi rajouter des expériences dans les années à venir qui sont clés, parce que notre ambition, donc gérer la vie professionnelle d'un collaborateur depuis son onboarding jusqu'à son offboarding, cette vie professionnelle, ça demande des expériences, la gestion des one-one, la gestion des feedbacks, anonymes, que ce soit des pulse surveys, que ce soit des employee surveys. Ça devient de plus en plus important, en plus avec le contexte où le télétravail qui est en train de se démocratiser, ça devient plus difficile, notamment pour les managers, de sentir le mood des équipes. Et du coup, je pense qu'on a une responsabilité, le fait d'accompagner ces équipes pour mieux sentir, mieux accompagner chacun des collaborateurs. Donc, on va vouloir proposer ces types d'expériences dans les années à venir. Je pense aussi qu'il y a une expérience qu'on est en train de développer et qui est déjà activée en bêta dans plusieurs pays, qui est motivée par le fait de réduire le stress financier pour les employés. Donc, l'expérience qu'on propose, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir proposer à n'importe quel employé le 10 du mois, par exemple, de se faire payer ses 10 premiers jours sans avoir à attendre la fin du mois. Donc ça, on va pouvoir proposer ça à tous les employés qui sont présents sur PayFit. Et ça, on pense vraiment que ça va avoir un impact fort pour tous les individus qui ont des problèmes de trésorerie et qui peuvent se retrouver, par exemple, le 15 du mois avec une problématique, j'en sais rien, de voiture et de ne pas avoir à attendre la fin du mois pour payer cette réparation ou ce besoin de trésorerie. On va pouvoir proposer une expérience hyper fluide et du coup s'affranchir un peu de cette règle d'attendre la fin du mois pour être payé, sachant que ça fait porter quasiment zéro risque pour l'entreprise parce que c'est des jours qui sont déjà travaillés, c'est des jours qui sont déjà dus. Donc, il y a beaucoup de ces expériences qui, je pense, vont avoir un impact majeur sur chacun des collaborateurs, chacune des équipes dans les entreprises qui utilisent PayFit et ça rend du coup hyper excitant d'avancer, de voir qu'est-ce qu'on sera capable de proposer dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Je suis pressé de suivre ça. Ces évolutions, à mon avis, pour finir, demandent de croître l'équipe technique en particulier. Vous recrutez, quels sont vos types de besoins vous C'est vrai que le recrutement, donc c'est un besoin continu depuis le début de PayFit. Effectivement, avec le Covid, on a un peu réduit la voilure sur nos ambitions de recrutement, en tout cas pour 2020, parce que c'est sûr que quand même le marché des PME a été particulièrement affecté par cette période. Donc c'est sûr que ça a été un peu moins présent au cours des 9 derniers mois, les enjeux sur le recrutement que ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Mais c'est une question, je pense, de quelques mois, d'avoir cet enjeu qui redevient une des priorités de chacune des équipes. Parce que je pense qu'on a tous ici une bonne compréhension des
des enjeux du recrutement, à quel point c'est difficile de trouver des profils engineer, product manager, product designer dans, dans le marché. Donc, donc déjà, on n'a pas de recette magique. On a énormément itéré dessus. Je pense que la clé aujourd'hui, ce qui nous aide le plus, c'est déjà le bouche à oreille, surtout sur l'importance de notre culture, l'importance qu'on met sur le bien-être de chacun des payfitters. Je pense que c'est quelque chose qui de un, se sent auprès des candidats très tôt dans le process de recrutement, mais surtout, c'est quelque chose qui, avant même de rentrer dans le process de recrutement, il y a beaucoup de candidats qui disent qu'ils ont entendu parler de Payfit auparavant, notamment sur ces points que je citais de culture et de bien-être au travail. Donc ça, je pense que ça nous aide énormément. Et après, la deuxième partie, c'est sûr qu'on a une équipe de recruteurs qui est très performante, que ce soit par son réseau, que ce soit par la compréhension des profils qu'on cherche et qui permet, notamment sur la partie sourcing, de trouver des candidats et d'aller chercher des candidats très compétents. Et aujourd'hui, pas simplement en France, mais aussi partout en Europe. C'est peut-être, je peux en dire quelques mots parce que c'est vrai qu'on a fait des changements assez forts dessus. Il y a un peu plus d'un an, on a décidé d'ouvrir une nouvelle équipe produit global à Barcelone. C'est-à-dire que historiquement, dans chacun des pays, entre Barcelone, Londres, Berlin, on avait des équipes locales, des product builders, des sales, des customer service qui étaient propres au pays. Et tous les profils software engineer, product manager, product designer, ils étaient à Paris, dans le bureau de Parisien. Il y a un peu plus d'un an, on a décidé d'ouvrir un bureau à Barcelone pour les équipes globales. Donc, on s'est dit qu'à Barcelone, on allait pouvoir recruter aussi des profils software engineer, product manager, product designer qui allaient travailler sur le corps de Payfit. Pas simplement pour l'Espagne, mais sur ce que je disais plus tôt, là, toutes ces expériences communes à tous les pays. Donc ça, c'était une première réponse. En fait, cette réponse-là, déjà, elle est top. Mais aujourd'hui, on l'a élargi encore plus, la réponse, parce qu'aujourd'hui, on a annoncé à tous les Payfitters, mais il y a quelques mois maintenant, on a annoncé à tous les Payfitters qu'ils n'étaient pas obligés de vivre dans les villes dans lesquelles on avait un bureau. C'est-à-dire qu'historiquement, les payfitters, s'ils étaient français, ils devaient être à Paris. S'ils étaient espagnols, ils devaient être à Barcelone pour aller au bureau, en se disant que le bureau, c'était entre guillemets l'endroit par défaut. Alors qu'aujourd'hui, on a décidé, donc maintenant ça fait quelques mois, mais on a décidé avec la politique qu'on a mis en place de Work from Anywhere, on a décidé de donner la liberté et la responsabilité à chaque payfitter de travailler d'où il veut. En fait, le travailler d'où il veut, c'est clé parce que dans la philosophie, le fait d'être au bureau, c'est vraiment pour renforcer le lien social, mais il n'y a aucune obligation dans le fait d'être au bureau. C'est-à-dire qu'on est très très loin de la vision tu es au bureau ou tu dois venir au bureau ou il y a du présentéisme à faire. Pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, chaque payfitter, il est autonome. Il a toute la confiance de la part de toute l'équipe sur le fait qu'il est autonome de s'organiser, de travailler d'où il veut. Et du coup, le fait qu'il soit à Paris ou pas, c'est pas un problème. Donc, si on a des payfitters demain à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, on sera très content pour eux. On sera très content qu'ils puissent avoir l'environnement, j'ai envie de dire l'environnement même personnel qu'ils préfèrent. Ça nous rend hyper heureux de se dire qu'un payfitter n'est pas obligé d'être à Paris, potentiellement dans un plus petit appart ou autre. Donc, le fait vraiment qu'il ait l'environnement qu'il désire et que nous, on va aider ce payfitter à venir au bureau de temps en temps, que ce soit une fois tous les quarters, une fois tous les mois, comme il le souhaite, pour garder un lien social fort avec l'équipe. Donc, ça veut dire qu'on garde nos bureaux et nos bureaux, on les oriente vraiment pour encourager le lien social entre les payfitters et encourager la création de ces liens et l'entretien de ces liens sociaux qui sont quand même, je pense, clés pour la grande majorité des payfitters. Super. Écoute, c'est impressionnant que vous ayez pris ce virage-là. Je suis content que ça fonctionne bien. C'est assez inspirant. On arrive à 25. Il me semble qu'il y en a encore 5 minutes. Sophie, est-ce que toi, tu as des questions qui t'ont été posées que tu voudrais Non, il n'y a pas de questions. Justement, est-ce que vous avez des questions? Antoine a une question. Quelle était la taille de la société lors du lancement du Jetlang? Est-ce que les product builders emploient un langage textuel uniquement ou est-ce qu'ils utilisent une GUI spécifique? Désolée si j'ai mal prononcé GUI. T'as entendu, Florian? Oui, très, très bien. Alors, je voudrais bien peut-être un peu de précision sur la deuxième question, mais je vais commencer en attendant sur la première. En fait, on a commencé, quand on était avec Firmin et Guilain, mes deux associés, on a commencé dès le début à créer le Jetlang. Donc, toute la partie, tout 2015 et jusqu'à tout 2015,
c'était la création du Jetlang et l'utilisation du Jetlang pour construire ce produit de paye pour nos clients. Du coup, ensuite, en janvier 2016, on a mis les premiers utilisateurs, donc les bêta-testeurs, sur notre solution, donc sur cette solution qui était construite à partir du Jetlang. Et ensuite, ces premiers bêta-testeurs, ils se sont transformés en clients en avril 2016. Donc, dès le début, en fait, on a commencé le Jetlang. On a commencé le Jetlang, du coup, quand on était tous les trois. Et ensuite, l'équipe elle a grandi, à la fois côté product builder et côté produit global pour améliorer ce langage. Du coup, vous étiez Du coup, du lancement du Jetlang. exactement. Ok. Et du coup, il faut bien voir en fait qu'au début, le Jetlang, c'était vraiment des arbres fonctionnels juste pour faire des calculs. Donc, c'était très, très loin de là où on l'a amené aujourd'hui. Et c'est en avançant. En fait, c'est en avançant dans le développement qu'on s'est rendu compte à quel point c'était vertueux, cette approche. C'était vertueux à la fois sur l'autonomie, la vélocité, donc ça, on en a déjà parlé, mais c'était aussi hyper vertueux sur juste l'épanouissement professionnel des équipes, des software engineers, typiquement. Parce qu'en fait, les développeurs, c'est hyper excitant intellectuellement de travailler sur la création d'un métalangage comme le Jetlang. Et c'est magique pour un software engineer qui travaille sur ces sujets-là, le fait de ne pas avoir à se préoccuper des problématiques métiers, la réduction Fillon, le calcul des heures supplémentaires. Du coup, c'est hyper générique. Donc, en fait, on avait vraiment c'était hyper vertueux le fait de voir d'un côté, côté product global, software engineering, ces profils s'éclater. Et du coup, là, on pouvait recruter vraiment les meilleurs software engineers sur ces problématiques qui sont hyper sexy, qui sont hyper complexes intellectuellement, mais du coup, il y a tout pour avoir les meilleurs profils dessus. Et de se dire que, pareil, sur le métier de product builder, pareil, on peut recruter des profils exceptionnels qui ont cette capacité d'impact et cette autonomie hyper forte. Et du coup, c'est en avançant aussi, on s'est construit ses convictions et qu'on s'est dit, OK, il faut qu'on aille à fond dans cette direction et qu'on investisse massivement à la fois sur le Jetlang et sur les product builders. Et je pense qu'au début, quand on s'est lancé, ce n'était pas aussi clair à quel point on allait aller loin dessus. Ça s'est construit au fil du temps. Ok. Antoine précise, en fait, il demande si le Jetlang, c'est un langage de programmation textuelle ou est-ce qu'il y a une abstraction visuelle, par exemple Scratch. Il y a beaucoup d'abstractions visuelles. Donc, vraiment, la partie, notamment les composants. Donc, c'est presque du drag and drop. Donc, il y a cette librairie de composants. Et si je caricature, si on utilise, comme un design system, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais pour bien comprendre, c'est dans un design system, les composants, on peut les drag and drop et créer l'interface en front. Donc, ça, vraiment, on a à peu près la même expérience en Jetlang. Et ensuite, par contre, là, ça se rapproche beaucoup plus d'un langage de programmation textuelle sur la partie back pour faire les calculs. Donc, la partie back, on a un système de variables qui permet de stocker en base de données les données et de les référencer. Le fait de les faire interagir, la manière de les faire interagir, ça va être toute notre partie, nos ramifications, nos arbres de variables. Ça se rapproche beaucoup plus d'une programmation textuelle que la partie front, donc nous, ce qu'on appelle les actions et les composants, qui là, pour le coup, sont beaucoup plus abstraits, beaucoup plus un assemblage de briques. Ok, c'est très clair. Il y avait Alexandre qui demandait au bout de combien de temps vous avez utilisé votre propre produit. Peut-être que ça veut dire, Alexandre, au bout de combien de temps, quelle était la durée pour le MVP, c'est ça? Tu veux dire, Alexandre? Je pense que c'est pour le fait qu'on utilise notre produit pour gérer la paye et les ressources humaines, j'imagine. Je pense, ouais. Ok, Ouais. vas-y. En fait, c'était Oui, dès décembre 2016. Parce que les premiers bêta-testeurs extérieurs, c'était janvier 2016. En fait, nous, dès le début, dès qu'on a eu besoin justement de faire du coup, des bulletins de paye et des déclarations sociales, on l'a fait avec notre propre produit. Donc, au début, avec beaucoup, beaucoup de traitements à la main. Les bêta-testeurs, ils ne s'en rendaient pas compte en janvier 2016. C'est-à-dire qu'ils avaient une interface qui était fluide et s'imaginaient que derrière, tout était calculé parfaitement, les déclarations sociales étaient faites automatiquement. En fait, donc, tout était calculé parfaitement. J'ai envie de dire, on n'était pas loin, mais par contre, il y avait très peu de choses qui étaient automatisées. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on faisait, notamment les déclarations sociales. Je me rappelle au début, c'était vraiment, il y en avait très peu qui étaient automatisées, donc il y avait beaucoup de calculs manuels à faire. Mais en tout cas, dès le début, pour Payfit et dès nos premiers bêta-testeurs, c'était pour Payfit, en tout cas, on n'a jamais eu besoin d'utiliser une autre solution et on a la chance aujourd'hui de pouvoir continuer à utiliser Payfit, même si on est 500 et qu'on est un peu au-dessus de notre taille moyenne de clients. Ok.
Damien demande si c'est possible d'avoir une démo. Alors, ça serait possible d'avoir une démo, mais peut-être pas en synchrone maintenant. Je crois qu'on va manquer de temps. Je comprends. Ok. Mais il y a un article où on a mis des captures d'écran, je pense, qui sont assez visuels, qui permettent de se projeter sur ce que je disais, notamment autour de la partie variable ou la partie action, qui sont vraiment les deux parties, les deux briques assez différentes entre qu'est-ce qui est plus programmation textuelle et qu'est-ce qui est plus assemblage de briques. Je pourrais t'envoyer ça, Sophie, si tu veux le partager après. Ouais. Alors Cyril voulait revenir sur le temps consacré au Jetland et le fait que ça t'a accéléré. Il demande si tu l'avais pas, que le temps, si tu n'avais pas le Jetland, tu aurais pris combien de temps? Il a noté 1 an avec 14 personnes, vraiment, donc il est étonné apparemment. Quelle est pour toi la plus grosse force d'accélération du Jetlang? Est-il mutualisable sur des projets moins maths et plus web, exemple blog? C'est clair pour toi, Florent? Ouais. Ouais, c'est clair pour moi. Alors, je pense que la première question, ce que je disais tout à l'heure en termes de nombre, c'était pour ouvrir un pays, si on n'avait pas le Jetlang, en combien de temps, enfin, combien de ressources on aurait besoin et en combien de temps? Effectivement, je pense que c'est difficile. En fait, c'est pas je pense. En fait, aujourd'hui, on a quand même une bonne compréhension des problématiques qu'ont nos concurrents. Et le 14 personnes pendant 1 an, je pense que c'est même sous-estimé. C'est largement sous-estimé par rapport aux besoins qu'ont n'importe quelle solution de paye aujourd'hui pour s'implémenter dans un pays et permettre de gérer la paye et les déclarations sociales. Donc après, je suis bien d'accord, Cyril, que sans avoir enfin, ça demande de comprendre la problématique métier pour se rendre compte de ça. Parce que moi, le premier, au début, je ne m'y connaissais pas en paye. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi complexe. Mais en fait, plus tu creuses et plus tu te rends compte à quel point c'est complexe. Et du coup, ces coûts par bulletin et cette expertise à avoir, en fait, c'est pas juste financier, quoi. Il y a il y a des vraies problématiques complexes à gérer. Et du coup, sur le produit, oui, je pense qu'on est bien au minimum à ces 14 personnes pendant 1 an. Et pour répondre aux deux questions suivantes en même temps, c'est vrai que sur la partie web, par exemple blog, dans ce que j'ai dit, on pourrait dire que la partie front, c'est un peu comme un WordPress et on pourrait s'en servir pour un blog. Alors, oui, c'est pas aberrant de pouvoir s'en servir comme un blog. Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui parce que c'est trop corrélé la partie composant, la partie variable, et que ça rejoint, quand tout à l'heure je disais pas avant 3 ans ou 5 ans pour éventuellement avoir le Jetlang en open source. Ça rejoint aussi à quel point on doit faire évoluer le Jetlang pour pouvoir demain gérer facilement des projets plus web type blog. Je pense qu'on a encore besoin de pas mal de travail avant d'arriver à cet usage. Cédric demande en termes de gestion de données, sécurisation de la donnée, d'un point de vue juridique, comment vous avez géré, vu que c'est de la donnée perso? Ah bah là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de problématiques de sécurité. Donc ça, d'abord, c'est par les profils experts en sécurité qu'on a fait venir depuis le début. C'est vraiment une principale priorité depuis le début d'avoir toutes ces données sécurisées, protégées, parce qu'on touche à des données hyper sensibles, que ce soit le numéro de sécurité sociale, le salaire. Et aujourd'hui, on peut penser à données autour de l'impôt à la source des collaborateurs. Et du coup, après, d'un point de vue sécurité, il y a beaucoup de réponses. En parlant de l'encryption des données, en parlant de où est-ce que nos données sont stockées. Il y a beaucoup de règles qu'on s'impose à nous-mêmes, mais il y a aussi des règles qui nous sont imposées de l'extérieur, notamment par la CNIL et par des données comme le numéro de sécurité sociale. Il y a des règles européennes qui existent, il y a des règles locales qui existent dans chacun des pays, parce qu'on n'a pas le droit que ce soit stocké ou d'utiliser cette donnée sur des… il y a des règles sur ces sujets-là, et du coup, on a une équipe sécurité qu'on ne cesse d'augmenter. Parce que c'est une de nos principales préoccupations. Et il n'y a pas que cette équipe sécurité qui a ce sujet en préoccupation, c'est aussi en parallèle dilué dans les préoccupations de chacune des équipes, parce que alors qu'on grandit, alors qu'on crée des expériences, ça sera toujours un énorme enjeu de s'assurer que chacune des expériences qu'on crée, on a zéro risque de sécurité dessus.
Donc, je pense pour n'importe quel SaaS, c'est des problématiques qui sont intéressantes, complexes, passionnantes et qui demandent des ressources. Et du coup, c'est vraiment un point à pas sous-évaluer, comme le précise Cédric. Est-ce qu'il y a encore des questions? Axel demande sur quelle techno est développé le Jetlang? En JavaScript, 90%. Ok. Cyril demande si tu mettais le Jetlang en open source, tu aurais quel business model dessus? Je sais pas, c'est pour ça que je dis que ce sera dans 3 ou 5 ans et pas avant. Alors, Anne-Laure a une question aussi. Vous êtes full SaaS ou proposez-vous du on-premise? Comment avez-vous levé les objections du client un peu frileux du SaaS? Bon, ils sont pas venus chez Payfit. Donc très clair, on est en full SaaS et effectivement, on a des clients qu'on a perdus à cause de ça, mais on préférait perdre ces clients-là et être hyper scalable et pas avoir à gérer la maintenance sur du on-premise vs du full SaaS. Ok. Cyril a une dernière question. Ouais. Il demande si Jetlang est très proche d'un framework. C'est ça? Bah, je pense que le plus précis, l'analogie, c'est le code plateforme. C'est le code plateforme, il y en a beaucoup qui existent et en fait, plus on avance et plus je pense l'analogie la plus simple, c'est le fait de le comparer à une low-code plateforme qui permet ensuite de faire ses règles métiers. Et nous, pour nous, les règles métiers, ça sera autour de payer déclaration sociale. Super, ok. Mathieu, tu as d'autres questions? Non, j'étais en train de remarquer qu'il était 7h40, qu'on déborde un petit peu. Totalement. Du coup, je pense que s'il n'y a plus de questions, qu'on peut libérer Florian, de le remercier en tout cas de nous avoir consacré tout ce temps-là, de nous avoir donné toutes ces insights et son expérience sur le Jetlang. Je pense que tout le monde a apprécié. Merci beaucoup et à bientôt sur Toulouse, du coup, j'imagine. Bah, j'espère à bientôt sur Toulouse. En tout cas, j'étais très content de pouvoir échanger avec vous. Merci et bonne continuation et aussi bon confinement à chacun pour cette période si particulière. Oui, merci beaucoup Florian pour ton temps et tout ce que tu as pu partager. Merci à Marine pour l'organisation et merci à tous d'avoir participé. On se retrouve pour le prochain Meetup Dev. Et une dernière parenthèse, si on veut intégrer Payfit, ils peuvent aller sur quelle plateforme pour regarder vos annonces? Sur notre site web. Ok, super. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.